Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir dans cette soirée consacrée à Monsieur Franck Tillier. Franck Tillier, il a accepté d'être parmi nous dans notre groupe de thriller. Donc, il va essayer de répondre à toutes nos questions et surtout à mes questions. Et donc, on va essayer d'avoir toutes les données qu'on veut de la part de Monsieur Franck Tillier, qui nous honore ici ce soir pour avoir une idée sur ses livres, sur Charcot, sur Annabelle, sur son nouveau livre. Voilà, il est là, c'est Noferville. Donc, on va aller chez Noferville et on va essayer de avoir le plus possible sur les données sur Noferville et sur le nouveau livre qui a été quand même imprimé à plus de 180 000 exemplaires, un chiffre vraiment qui fait peur. Et ça, c'est Franck Tilly qui va nous en parler un peu plus et un peu mieux. Bonsoir Franck. Bonsoir, bonsoir Walid, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Donc, Noferville, 180 000 exemplaires, édité à 180 000 exemplaires, un chiffre qui fait peur quand même. Oui, ça fait peur. C'est vrai qu'il y a un stress de se dire qu'à la sortie du roman, voilà, il est imprimé à énormément d'exemplaires. C'est vrai que c'est un très très gros tirage. Mais voilà, ça fait quand même une vingtaine de livres que j'écris. C'était le 23e d'Orferville. Et puis c'est vrai qu'il y a eu de chaque livre un peu plus de lecteurs année après année. Et donc voilà, avec ma maison d'édition, on sait que voilà, j'ai un bon gros groupe de lecteurs qui me suivent à présent. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on estime une bonne base de lecteurs. Et puis après, c'est toujours d'un livre à l'autre un peu variable, ce chiffre, évidemment. Ça dépend aussi de la qualité de l'histoire, bien sûr. D'accord. Juste, donc, l'histoire, elle se passe au Canada, au nord du Canada. Oui. Est-ce que c'est une région qui vous inspire? Oui. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques années en vacances, donc au Québec. Donc Québec, c'est une des provinces du Canada. Le Canada, c'est immense donc c'est la partie francophone. Quasiment tout le monde parle français. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'y aller 3 semaines, visiter un peu ce pays, un peu en road trip comme ça dans la partie, ce qu'on appelle la Gaspésie. Donc c'est une partie qui est un peu plus haut que Montréal, quoi, un peu plus vers le nord. Oui, oui. Et ça avait été vraiment un voyage extraordinaire parce que moi, ce qui m'avait séduit, c'était la nature incroyable, immense, magnifique, mais en même temps un peu dangereuse, quoi. C'est-à-dire que c'est une nature qui est brute, qui est sauvage, et il peut se passer plein de trucs. Donc j'avais tout de suite commencé à l'époque, je me souviens, à me dire, bon, voilà, il pourrait se passer peut-être un jour des événements particuliers. Donc j'avais mis ça dans un petit coin de ma tête. Et puis voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ça a fini par ressortir au moment où j'ai cherché l'idée sous la forme qu'on trouve dans le roman. D'accord. Et donc, normalement, il y a beaucoup d'écrivains qui vont sur place pour avoir une idée sur la ville, sur Noferville. Est-ce que vous êtes allé sur Noferville? Alors ça a été compliqué puisque Norferville, c'est une ville fictive, c'est une ville que j'ai Ah, créée. d'accord. Oui, J'aurais dû voir sur Google Maps avant. ouais, mais en fait, c'est vrai qu'en fait, elle est très réaliste, cette ville, parce qu'elle est vraiment basée sur un modèle existant de ville qui s'appelle Schaefferville. Donc ça, c'est la vraie ville qui m'a inspiré pour le roman. Si vous voulez regarder en direct, c'est Schaefferville, S-C-H-E-R, fer comme le Schefferville, fer et d'accord. ville. Et on se rend compte que c'est très très haut dans le nord du Québec. Et non, alors j'étais pas allé jusque-là parce que en fait, comme c'est un peu décrit dans le roman, c'est une ville qui est minière, en fait. C'est-à-dire c'est une ville assez ouvrière. Il y a pas de raison particulière d'y aller. Assez inaccessible, parce que le seul moyen de s'y rendre, il y a que le train. Après, il y a des petits avions, mais ça, c'est réservé aux compagnies minières. D'accord. Et donc le train, donc un très très long voyage. Et je m'étais quand même posé la question de me dire, bon, est-ce que je vais jusque Schaefferville vraiment pour m'imprégner. Puis après, j'ai eu suffisamment de contacts,
d'informations en me disant, bon, bah voilà, en fait, j'ai à peu près la réponse à toutes mes questions. Et donc, j'ai évité le trajet, mais voilà, c'était quand même j'ai fait une espèce de voyage intérieur. En général, je me déplace quand même pas mal sur les lieux voilà, quand ils tiennent une bonne part dans l'intrigue, mais c'est vrai que là, c'était purement alors, un peu ma connaissance du Québec et puis après pas mal de contacts et voilà, d'échanges avec les Québécois. Il y a Charline, il y a Mag, il y a Clara, il y a Gwen. Gwen, le Talek, l'écrivain qui vous passe le salut. Il y a Clara aussi, Oui, il y a bonjour. Mag, il y a Charline qui vous passe tout le temps. Oui, Voilà, il y bah, a bonjour à tout le monde. Atef, il y a Dora, voilà, qui nous regarde. Atef Ataya, qui vous salue, je vous dis bonjour, monsieur Tillier, de la part de toute votre immense fanbase de Tunisie. Voilà. Donc, Ah, bah, merci, plaisir. voilà, donc dans Noferville, il y a un crime et il y a encore un couple d'inspecteurs, encore un. Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que ça fait encore un couple. On trouve souvent des couples, des duos. Enfin, pas toujours finalement, puisque j'ai quand même certains de mes romans où on est avec une héroïne qui est toute seule. Enfin, c'est un peu variable, mais c'est vrai que j'aime bien les couples parce que, alors déjà, ça permet de développer, on va dire, deux intrigues en parallèle, hein, puisque Mhm. au départ, les personnages ne se connaissent pas, donc souvent, il y en a un qui vit quelque chose, l'autre qui vit une autre histoire, et puis l'enquête fait qu'à un moment donné, ils se retrouvent, ils ne s'aiment pas, ils ont des conflits, et puis après, ça va mieux. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retrouver un peu dans des trames romanesques. Mais c'est vrai que c'est D'accord. intéressant, hein, un duo, ça permet de creuser la psychologie des personnages à travers leurs échanges, à travers leur silence, de les opposer. Donc ça permet de faire vivre les personnages, alors que quand ils sont seuls, souvent, ils sont moins interactifs. On est avec eux, on les suit, mais c'est pas la même chose. Et c'est vrai que là, le duo était intéressant puisqu'on a une pure québécoise et puis on a un français. Donc c'était bien de mélanger un peu les deux cultures parce qu'après tout, quand Mhm. même, j'écris des romans en France, donc pour des lecteurs français à la base et non pas pour des Québécois. Donc je voulais quand même qu'il y ait qu'il y ait quand même un personnage français quoi, auquel on pourrait s'identifier. Ah, d'accord, parfait, parfait. Ben, juste, donc, et sinon, est-ce que vous avez plus de plaisir à écrire une enquête policière ou un thriller sanglant, comme puzzle? Bah, dans les deux sont vraiment. J'adore écrire les deux. D'ailleurs, je le fais hein, puisque j'alterne globalement une année sur deux où j'écris une histoire avec donc mon duo Charcot, Franck Charcot, Lucienne Bell, qui là sont plus des Mhm. enquêtes policières puisqu'on est avec une brigade criminelle. Et puis, bah, quand je ne suis pas avec eux, c'est vrai que j'aime bien écrire dans d'autres univers. Alors là, on est un peu entre les deux puisqu'on dans Norferville, on est à la fois, c'est un one shot, donc un livre sans Charcot Bell, mais on est quand même dans une enquête, donc ça, il y a quand même ce point commun là. On est quand même dans une enquête criminelle, mais on est aussi dans un thriller, donc c'est un mélange des deux. Mais de toute façon, les genres sont très poreux, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'écris des histoires avec Charcot, quand on regarde La Faille, qui était le dernier roman sorti avec Charcot et Bell, on est dans une enquête policière, mais Mhm. on est dans un pur thriller quand même, parce qu'il y a quand même des scènes assez effroyables, de pur suspense, de terreur, de frisson. Donc on est un peu dans le mélange des deux mécaniques. Mais quand j'écris par contre du one-shot, il n'y a pas forcément d'enquête policière. Dans Puzzle, par exemple, il n'y en avait pas. Dans Vertige, il n'y en avait pas. Les one-shots permettent aussi, à un moment donné, de sortir de l'enquête, de la mécanique de tout ce De qui a trait à une l'enquête. enquête policière, pour aller dans quelque chose de plus, peut-être un huis clos, un suspense, des personnages voilà, qui arrivent dans des situations improbables et qui essayent de s'en sortir. D'accord. Donc, il y a Coralie qui te passe le salut, Hegel Oui, aussi. bonjour, Euh, bonjour. voilà, Coralie, normalement, apparemment, elle te connaît beaucoup. Oui, Coralie Fontaine, voilà. oui, je la connais. Salut Voilà, Coralie. voilà. Et donc, Cindy, elle parle de Noferville, elle dit excellent livre, trois histoires racolées finalement. Charline Lambert, elle dit roman assez différent de ceux qu'il écrit habituellement, Oui, c'est vrai. mais au final très talentueuse sur ce nouveau terrain.
Coralie, elle vous pose la question. Elle vous dit une question à Franck. Une suite pour ces deux héros, on s'y est attaché. Tant mieux si on s'y est attaché, ça veut dire voilà, ils ont bien plu. Alors je sais pas, en fait je sais pas. C'est-à-dire que moi je fonctionne vraiment livre par livre. Hein, c'est-à-dire que quand je termine un livre, je sais pas du tout ce que je vais, quelle sera la nouvelle histoire que je vais écrire. Donc quand j'ai fini Norferville, donc ces personnages, c'est vrai qu'ils sont là, ils existent, et puis voilà, c'est plutôt ouvert comme fin, c'est-à-dire, tout se termine, mais les personnages, on se dit, on pourrait les retrouver. Donc j'ai laissé comme ça, un peu en suspens. Et là, c'est vrai que après Norferville, je savais que j'allais écrire un Charcot, puisque c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc là, je suis dans le Charcot, et donc je ne sais pas, après ça, ce que je ferai en 2026, puisque là, j'écris le roman de 2025, donc de l'année prochaine. Et après, voilà, je verrai une fois le nouveau Charcot terminé. En tout cas, Charcot, on va voir après, à l'étude des personnages, il est vraiment le favori de Franck Tillier. Donc, il est le chouchou et il a été gâté plus que d'autres. Et avec donc plus de 23 romans au compteur, donc on se demande d'où vient l'inspiration de Franck Tillier pour une nouvelle histoire. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est l'actualité? Est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est la famille? C'est les amis peut-être? Il y a des serial killers parmi les amis? Peut-être, je sais pas. Il doit y en avoir, je pense quand même. Non, en fait, c'est un mélange, c'est un ensemble. C'est-à-dire que ce qui va permettre, il y a plusieurs choses. Il y a l'histoire qu'on raconte, il y a les personnages qu'on crée, il y a les lieux, les ambiances. Donc voilà, tout ça est un vrai mélange. Alors je dirais que quand j'écris du polar, ça va beaucoup puiser dans le monde dans lequel on vit, hein, dans notre actualité, dans tous les événements un peu sombres et tragiques qui se passent, puisque c'est le propre du genre de s'intéresser un peu à ces dérives-là. Donc à chaque livre, c'est vrai que j'essaye de creuser, de me dire quel sujet global je vais pouvoir prendre. Et puis après, donc ça va être beaucoup de... Ouais, ça va être regarder des reportages, faire des recherches un peu comme ça, un peu par hasard, et voir où ça m'emmène. Et puis après, c'est vrai que là, je parlais du voyage de tout à l'heure au Québec. C'est ça qui m'a donné l'idée du lieu. C'est à partir de là. Donc, donc les étincelles, elles peuvent venir vraiment de partout. Ça peut venir d'une situation qu'on va vivre un jour. On va peut-être pas écrire le livre tout de suite, mais on va la stocker quelque part dans un coin de notre tête. Ou un sujet à un moment donné qui va nous intéresser sur la mémoire. Voilà, c'est un peu comme ça. Puis après, les personnages, c'est vrai qu'on les crée. Eux, il n'y a pas de recherche, c'est vraiment c'est la vie, quoi. On essaie de les faire vivre comme on vivrait dans le vrai monde. Donc voilà, c'est tout un mélange, et puis c'est ça qui à la fin donne une histoire avec un univers qui est celui de l'auteur, quoi. Ok, donc une fois que vous avez l'idée, où est-ce que vous préférez l'écrire? Est-ce que c'est un endroit calme ou un endroit mouvementé? Non, c'est ici, hein, là, on est dans mon bureau, donc c'est là où j'écris 90% de mes histoires. Voilà, j'ai besoin de cette espèce de routine, en fait, où tous les jours, je me mets ici le matin, et puis voilà, je réfléchis. Alors, soit je réfléchis, soit j'écris, hein, ou je cherche des idées. Donc, c'est ici voilà. Et quand je dis 90%, c'est parce que je prends pas mal le train, je me déplace pas mal aussi. Et donc, dans les trains, tout ça, dans les trajets, ça m'arrive aussi non pas d'inventer ou de créer, mais en tout cas peut-être de corriger ou de repasser sur des chapitres, de relire. Est-ce qu'il y a des personnages que tu as décrits dans tes romans où c'était quelqu'un qui est devant toi Oui, non, physiquement non, mais c'est en fait quand je crée un personnage de policier ou de médecin, physiquement je l'invente parce qu'en fait mais en fait en tout cas le caractère du personnage, son métier, je pense à des gens que je connais
Voilà, c'est un peu un mélange aussi. C'est un mélange. Mhm. Parce qu'en fait, bon, le physique, à la rigueur, c'est pas très important. Moi, c'est pour ça que dans mes romans, souvent, c'est assez peu descriptif. Je décris assez peu les personnages physiquement. Comme ça, je préfère que les gens se fassent leur propre idée du personnage. C'est pour ça que D'accord. Charcot, il a plein de. Les gens l'imaginent différemment. Mais par contre, ce que je connais très bien, c'est leur caractère, leur passé. Et voilà, souvent, je me base quand même sur des gens que je connais qui existent en me disant, lui, il fait ce métier de médecin, pourquoi, Mhm. comment il en est venu là, et voilà, c'est un peu ça qui aussi crée les personnages. Il y a tellement de questions des internautes que vraiment, On ne je sait plus pense regarder. que je vais pas poser les miens, hein. Donc, il y a Atrateya qui vous dit, question très sérieuse pour Monsieur Tillier, pourquoi faites-vous autant souffrir Nicolas Bélanger? Ah oui, oui. Ah oui, alors c'est vrai que bon, globalement, dans tous mes romans, tous mes personnages ont des problèmes à résoudre, souvent assez graves d'ailleurs. Quand ils arrivent dans le livre, c'est-à-dire quand on les découvre dans l'histoire, ils sont quand même bien fracassés. Mais en fait, c'est un peu le propre du genre. En fait, c'est le moteur de mon écriture. J'ai besoin d'avoir des personnages qui véhiculent une forme de souffrance pour pouvoir les faire vivre. J'arriverai pas à écrire un livre où le personnage arrive dans l'histoire et où tout se On va passe en bien. parler, oui. On va en Voilà, ça, parler. c'est pas mon truc, la romance, ça, vous avez remarqué. Mais oui, alors après, effectivement, quand on prend les destins des personnages, notamment ceux qui reviennent d'un livre à l'autre, oui, ils sont pas gâtés. Alors, ils exercent dans des métiers qui les confrontent à ça, hein, puisque les flics de la brigade criminelle font des métiers dangereux, ils sont exposés. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que je n'hésite pas à les malmener. Je trouve ça intéressant parce que il y a des auteurs qui parfois malmènent leur personnage et puis ça finit toujours bien. Et à force, on se dit, bon voilà, ils le malmènent, mais on sait que ça va bien se terminer parce que c'était déjà Oui. comme ça dans les livres précédents, tout finit bien. Et en fait, la vraie vie, c'est pas ça. Donc, moi, j'aime bien que ça finisse bien. C'est-à-dire, je trouve qu'il faut une note d'espoir quand même dans le livre parce qu'on en a besoin dans le monde dans Voilà. lequel on vit. Mais voilà, il peut se passer quand même des événements Justement, tragiques. justement, il y a le journal suisse Le Temps qui avait écrit un article en 2018. Il faut sauver les personnages de Franck Tillier. Est-ce que Oui. vous êtes. Voilà, donc tellement vous les malmenez. Est-ce que vous êtes adouci depuis? Est-ce que ça empirerait? Non, ça, je me suis. Enfin, ouais, j'essaye. Non, mais je dis ça, mais c'est vrai que Nicolas, il a Bélanger, donc il fait partie de l'équipe Charcot de la brigade. Il a bien souffert. Il a un destin aussi compliqué. On va le retrouver là dans celui que j'écris, puisqu'on va retrouver tous les personnages Ah, voilà. de toute la bande de Oh. Charcot. Donc vous verrez ce qui va se passer. Mais ouais, j'essaye. Enfin, j'ai quand même conscience aujourd'hui que, ayant beaucoup de lecteurs et que les gens s'attachent aux lecteurs, enfin aux personnages, je fais attention. Je fais plus attention parce que c'est vrai que les gens peuvent m'en vouloir parfois parce que Voilà. ils pensent vraiment que les personnages. Voilà. C'est la force de la littérature, c'est-à-dire que les personnages deviennent réels pour les gens. Et donc, quand on Bah leur fait oui, du mal, bah oui, c'est comme si on bah leur faisait oui. du mal pour de vrai, quoi. Gwen Le Talec, il vous pose la question, à quand une enquête de Charcot à Saint-Malo? Oui, alors en plus, j'adore Saint-Malo, j'aime beaucoup. Et puis, toute la Bretagne, j'ai passé de nombreuses vacances. Ils vont souvent quand même en Bretagne, ils font toujours un détour par là-bas. Hein, on est au bord de la Bretagne à Saint-Malo quand même, ça c'est juste ouais, ouais. Et ils y vont toujours, donc il y a toujours quand même mais je me demande si peut-être ouais, si, ouais. Ouais, vous verrez, il y aura une petite surprise, je pense que D'accord. dans ce que je suis en train d'écrire, alors ce sera un bon clin d'œil. Mais ouais, c'est une région qui m'inspire parce que voilà, il y a beaucoup de nature sauvage et puis et il peut se passer avec les légendes, les contes qui se passent là-bas, c'est toujours intéressant.
D'accord. Donc, Maxime, il vous dit très bons orateurs en plus d'être un très bon écrivain. Un plaisir de vous écouter. Merci, Maxime. Merci. Alexis, j'adore le portrait du maître derrière Franck. Voilà. Ah oui, vous l'avez reconnu. Voilà. Et elle vous dit petite question par rapport à la faille. Pourquoi Nicolas? Ah oui, alors ça rejoint un peu la question précédente par rapport au destin tragique du personnage. Alors sans trop dévoiler, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas lu, mais au début de la faille, il se passe un événement tragique et qui est une flic qui justement est blessée mortellement, hein, elle est entre la vie et la mort. Et je voulais que ce ne soit pas juste une anonyme qui soit dans cet état-là, et je voulais que ça touche profondément l'équipe de Charcot. Parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant, encore une fois, pour rajouter de la profondeur au personnage. Et donc forcément, il fallait que je me dise qui je vais choisir. C'est un peu je me dis Charcot, bon, il a déjà quand même bien. Ils ont chacun eu leur lot et il restait Nicolas en fait. Et donc, Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça l'explication. Et je savais, je savais que ça allait être touchant et en même temps très fort émotionnellement, et c'est aussi ce qui est intéressant. Et ça n'empêche pas ces personnages de se relever parce qu'ils sont encore là. Vous allez voir, ils seront encore là dans le suivant, et ils résistent, quoi. C'est ça leur force, quoi. D'accord. Quelle relation entretient Franck Tillier avec ses personnages? Est-ce que vous discutez avec eux ou pas? Oui, bah oui. Enfin, Est-ce que ça vous arrive? je suis. Alors quand j'écris vraiment, alors quand je suis dans le roman, je suis avec les personnages du roman. Ouais, ça c'est vrai. Il y a une espèce de connexion qui se crée entre l'histoire que je suis en train d'écrire et moi-même, parce que je suis dedans et que j'ai besoin voilà, d'être dans l'histoire. Et donc pour être dans l'histoire, il faut toujours être connecté à cette histoire. Donc c'est pour ça que dans ces moments-là, où vraiment de l'écriture pure de rédaction du roman, je sors très peu. Enfin, j'essaye de limiter mes déplacements, tout ça, pour garder vraiment ce contact jour après jour, chapitre après chapitre, pour ne pas abandonner les personnages pendant, je sais pas, 15 jours, parce qu'après, quand on revient 15 jours après, il faut un peu reprendre le fil, se dire où est-ce qu'ils en sont émotionnellement, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça, vraiment dans l'écriture pure, où ça devient très fusionnel entre l'auteur et les personnages, et même pesant, parce que c'est vrai que dans ces moments-là, souvent la nuit, quand on écrit, on n'arrive pas à résoudre, il y a des choses qui sont difficiles à résoudre, on est bloqué, on fait faire une action à un personnage et on se demande si c'est la bonne action, si c'est comme ça que ça se ferait. Et donc, en me couchant le soir, des fois, je réfléchis à ça, quoi. Enfin, ça me perturbe. Donc, je passe des nuits parfois un peu pénibles. Enebel et Charcot étaient chacun dans leur série d'enquêtes. Est-ce que c'était prévu depuis le début de les réunir? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça, c'est moi, quand j'ai écrit mon premier roman, il y a plus de 20 ans maintenant, j'ai créé un personnage qui s'appelait Charcot, mais voilà, je voulais juste écrire un roman. Je me suis dit, je vais essayer. Donc, j'ai créé ce personnage, j'ai été publié, et puis je me suis dit, bah, je vais continuer à écrire. Et je voulais à chaque fois, justement, je voulais pas m'enfermer avec un personnage. Donc, j'ai changé de personnage. J'ai écrit Train d'enfer pour Ange Rouge avec Charcot, j'ai écrit La Chambre des Morts avec Lucienne Bell, donc autre personnage. J'ai écrit La Forêt des Ombres, qui est encore avec un autre personnage. Et après, mon petit éditeur de Charcot à l'époque m'avait demandé, bah tiens, tu pourrais pas nous réécrire une histoire avec Charcot? Donc j'ai écrit Deuil de miel. Je me suis dit, bah ouais, tiens, donc c'est comme ça qu'il est revenu. Mais j'avais jamais eu l'idée de les fusionner avec Lucienne Bell. Et en discutant un jour, souvent les idées viennent aussi des lecteurs, hein, c'est-à-dire qu'ils ont de bonnes idées, ils connaissent bien les univers. Puis un jour, en discutant, il y en a qui me disent, ah, mais ça serait bien de les réunir dans une histoire. Ça serait... En fait, enfin voilà, j'avais jamais réellement pensé. Et puis au moment d'écrire Le Syndrome, donc qui était le énième, alors je ne sais plus quel roman, c'était le sixième, non, le huitième. Au moment d'écrire ce roman, j'avais besoin de deux personnages
pour l'histoire, hein, comme on disait tout à l'heure. Et c'était un Charcot. Je savais que j'allais faire revenir Charcot. Et j'aimais bien Lucienne Bell. Et cette remarque du lecteur m'est revenue. Je me suis dit, en fait, c'est ça. D'un côté, j'aurais Charcot, de l'autre, j'aurais Lucienne Bell. Et puis, je vais les faire se réunir, comme là, dans Orphéville. Sauf que là, avec les Charcot, Lucienne Bell, ils sont revenus après, dans plein de livres. Et voilà, c'est un peu l'histoire, mais je n'ai pas de destin programmé de ces personnages. Un jour, je discutais, alors, je pense que les gens le connaissent, avec Jussi Adler-Olsen, qui est un auteur danois, qui écrit tout un tas de romans avec une équipe aussi qui revient. Oui, oui. Et lui me disait, moi, en fait, contrairement à toi, moi, je connais déjà le destin des 10 prochains livres avec les personnages. Alors, il ne connaissait pas les histoires, il ne savait pas ce qu'il allait raconter, mais il savait quand il disait, dans 5 livres, il va se passer ça. Voilà, il avait écrit toute la trame comme ça sur plusieurs années avant d'écrire les livres. Mais moi, je fonctionne complètement différemment. Je fonctionne un peu comme dans nos vies, quoi. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est un peu pareil pour mes personnages. D'accord. Donc, vous avez écrit des romans avec plusieurs personnages, féminins et masculins. Est-ce que c'est plus difficile de se mettre à la place d'une femme que de la place d'un homme? Alors, franchement, non. Non, c'est pas. Parce que c'est vrai que parfois, des gens disent, mais ça va être compliqué de se mettre à la place d'une femme. Vous n'êtes pas une femme. Non, mais je ne suis pas non plus un tueur en série. Je ne suis pas non plus une victime et je ne suis pas un flic, en fait. Donc, pourquoi on arriverait plus facilement à se mettre dans la peau d'un policier de la brigade criminelle que d'une femme, quoi. Donc, en fait, c'est un peu une capacité qu'on a, les auteurs, justement, à créer des personnages et à s'immerger dans la peau dans des corps différents. On a des personnages qui sont des enfants, on a des personnages qui sont des personnes âgées. Voilà, donc après, il faut un peu se renseigner, savoir comment tout ça fonctionne, mais je dirais que il n'y a pas plus de difficultés à prendre des personnages féminins. Et d'ailleurs, moi, j'ai l'impression que j'ai peut-être plus de personnages féminins dans mes romans que d'hommes. Souvent, ce sont elles les héroïnes, parce que je trouve qu'elles ont parfois dans des milieux d'hommes comme ceux de la brigade criminelle ou les milieux un peu de flics. Elles ont des difficultés en plus à surmonter. Et ça, c'est intéressant aussi. Justement, quand on écrit, ça rajoute de la matière au personnage. Charlie Lambert, donc elle vous dit quel avenir pour Charcot et Annabelle. Donc j'espère que nous aurons encore pendant longtemps, 1 an ou 2, leurs nouvelles péripéties. Terry, elle vous dit bonsoir, c'est toujours un plaisir de retrouver Franck en interview. J'ai eu le plaisir à faire le cahier de vacances spécial Franck. Clara, elle vous dit la fameuse question, quand vous écrivez Franck, vous êtes plutôt café noir ou sans sucre ou café latte avec un spéculoos que tu trempes dedans? Et alors, une autre question, je suis en train de lire la trilogie Caleb. Ouais. Je suis en train de lire la trilogie Caleb, un roman a priori à tiroir. Vous êtes fan de David Lynch ou pas? Oui. Alors pour le café, le matin, c'est café noir sans sucre, et puis l'après-midi, ça peut arriver avec le spéculoos. Voilà, ça c'est le. Et oui, alors oui, j'aime bien les histoires à tiroir, les histoires avec des faux semblants, avec des fausses pistes, qui peut avoir aussi plusieurs lectures. Donc c'est vrai que David Lynch, des réalisateurs comme David Lynch ou Fincher ou Christopher Nolan, c'est vraiment des univers qui me plaisent beaucoup parce que il y a cette complexité dans les histoires. Je sais que les lecteurs aiment aussi, notamment dans le thriller, c'est une des caractéristiques du genre, c'est-à-dire qu'on aime bien avoir des histoires où on se dit tiens, ça va être compliqué, il va falloir être concentré, essayer de deviner ce qui va se passer, c'est surprendre. Donc ça fait partie aussi du genre. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette trilogie qui n'était pas prévue, encore une fois, d'être une trilogie au départ. Mais quand j'ai écrit Il était 2 fois, ça a été génial de faire des liens entre ce roman et puis le manuscrit inachevé, et puis après Labyrinthe avec les 2 autres. Parce que j'écrivais déjà l'histoire du roman lui-même, et après je rajoutais des couches comme ça qui le reliaient aux autres. Et je savais que les lecteurs allaient aimer, parce qu'il y a toujours, quand
quand on découvre ça, il y a une espèce de plaisir dans la lecture qui se déclenche et ça rajoute vraiment des bonnes sensations par rapport à la lecture qu'on est en train de faire. D'accord. Juste une chose, donc même si on revient à Charcot, même s'ils sont deux à être vos personnages préférés, on sent qu'un personnage il est plus gâté qu'un autre. Charcot, il a droit à un roman à son nom et Oui, il a un roman avec ses débuts. Pourquoi pas pourquoi lui et pas Lucie? ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'un jour, il y aura peut-être un roman qui s'appellera Lucie, enfin, qui fera vraiment le focus sur elle. Dans Charcot, elle tient vraiment, pour ceux qui l'ont lu, quand même une place centrale dans le roman, puisque c'est elle qui va faire que Charcot va devoir un peu sortir de. On sent qu'il est ton préféré. Oui, il va devoir puiser dans ses retranchements. Et en fait, les débuts de Lucie, c'est un peu compliqué parce que aussi bien Charcot, on l'a découvert donc, dans Train d'enfer pour Ange Rouge, et il avait déjà derrière lui 15 ans de criminel, et donc j'ai pu écrire en 1991 pour raconter justement ses débuts. Mais Lucienne Bell, en fait, on la découvre à ses débuts dans La Chambre des Morts. C'est vraiment là où elle est encore brigadier, elle n'est pas lieutenant, elle n'a pas le droit d'aller sur scène de crime. Donc en fait, c'est ça, en fait, les vrais débuts pour moi de Lucienne Bell, c'est La Chambre des Morts. Donc ça serait compliqué de remonter la concernant 10 ans en arrière parce que elle serait peut-être tout juste flic, mais pas dans le domaine criminel et peut-être que j'aurais moins de matière pour Charcot. Donc c'est vraiment pour moi dans La Chambre des Morts qu'on la découvre pour moi c'est sa première aventure. D'accord. Dernière question à propos de Charcot. Donc, ces deux héros. Donc, dans le roman Charcot, justement, qui est là, que je suis en train de lire, voilà. Donc, les deux héros, ils sont dans le tort. Et on a vu un commissaire qui cache des preuves, qui falsifie des indices. On dirait un épisode à la Dexter. Comment avez-vous vécu cet épisode, justement, où vous maltraitez vos personnages et vous jouez avec nos nerfs à nous? Oui. C'est ce que j'essaye vraiment de faire à chaque roman, c'est-à-dire que c'est ce qui donne l'intérêt. Quand on lit un roman, on le lit pour l'histoire. Hein, dans Charcot, il y a une enquête incroyable, étrange, palpitante autour de l'univers qui est celui du sang, enfin tout cet univers-là. Et donc on se demande ce qui va se passer, mais après, il faut qu'il se passe quelque chose aussi avec les personnages. Il faut qu'ils vivent aussi dans leur vie des choses très très fortes. Et donc l'histoire en elle-même ne suffit pas. L'histoire, c'est l'enquête, mais il faut qu'eux-mêmes traversent des épreuves. Et donc, oui, c'est l'épreuve pour Charcot. Dans Charcot, ultime, c'est-à-dire que c'est le début du livre, donc ça ne révèle rien. Par accident, Lucienne Bell tue un type, un sale type en plus. C'est vraiment une ordure. Elle le tue et elle appelle Charcot à la rescousse parce qu'elle est en panique. Et lui, par amour pour elle, va trafiquer un peu la scène de crime, sachant que c'est lui qui va enquêter là-dessus. Donc ça le met en difficulté. En même temps, il se dit qu'il va pouvoir contrôler un peu tout ce qui se passe. Et évidemment, il y a l'enquête, l'histoire, mais après, il y a les choses qui vont mal tourner. Oui, l'étau va se resserrer un peu autour de lui et de Lucie. Et donc, ça le pousse vraiment dans ses retranchements parce qu'il est prêt à tout pour s'en tirer. Mais comme quand on regarde des polars, c'est souvent le cas. N'en dites pas plus. N'en dites pas Ouais. plus. D'accord. Il y a Flo. Il y a Martine qui vous dit j'ai adoré La Faille. Et il y a Flo qui vous dit, qui te dit y a-t-il des liens au clin d'œil avec le cinéma? Perso, j'y vois des liens. Je sais pas. Bon. Oui. Dans tous mes romans, il y a des liens avec le cinéma parce que ça m'a beaucoup influencé le cinéma dans mon adolescence et dans toute ma vie de jeune adulte. Je regardais beaucoup de films de genre, de suspense, de thriller et oui, donc je suis très très influencé par le cinéma et c'est un peu de cette manière-là que j'écris mes romans. Je fonctionne beaucoup avec des images, des successions de scènes. Pour moi, des chapitres, c'est un peu comme des scènes comme ça de cinéma qui s'enchaînent. Donc j'ai une écriture, c'est pour ça que j'ai une écriture très sensitive, enfin qui sollicite beaucoup
le visuel et l'essence de manière générale, parce que voilà, je viens plus du cinéma où les personnages finalement sont plus dans l'action et dans le dialogue que dans l'interrogation intérieure qu'on retrouve plus dans la littérature. Hein, et donc, oui, forcément influencé par Par le tout un tas cinéma. de films. Et d'ailleurs, mais même par rapport à La Faille, par exemple. Ton film préféré, par exemple? Mon film préféré Oui. de quoi De tous tous les les films ou temps. Oui. Alors, je dirais La liste de Schindler. Alors, moi, j'adore Spielberg. J'ai grandi. Le premier film, c'est E.T. J'étais tout enfant. Enfin, j'adorais. J'ai grandi avec Spielberg et je grandis avec ses films. Et je trouve que La liste de Schindler, pour moi, c'est un chef-d'œuvre monumental et pour tout ce que représente ce film. Après, dans le domaine du polar, pour revenir là-dedans, j'ai des préférences. C'est Le Silence des agneaux, Seven. C'est tous ces films des années fin des années 90, début des années 2000 où on commençait à parler pas mal de tueurs en série. Ça venait un peu à la mode. Et donc vraiment, voilà, tout cet univers-là assez sombre. Il y avait 8 mm aussi avec Nicolas Cage qui tombe un peu qui enquête autour du milieu des snuff movies. Donc un film bien glauque et tout. Donc voilà, ça c'est tout ça m'a beaucoup influencé. D'ailleurs, même dans certains charcots, mais même je crois dans Train d'enfer, des histoires de cassettes comme ça. Et parce que justement, il y a ces influences-là, ces histoires-là qui m'inspirent, quoi. Ouais. Donc, Suzy, elle nous pose la question sur laquelle on a déjà répondu. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration? Donc, vous pouvez revenir à la vidéo au début. Donc, il en a parlé, Monsieur Franck. Alexis, il vous demande si Franck n'avait pas été écrivain, il aurait fait quoi comme métier? Moi, je sais, il est déjà ingénieur informatique, c'est ça? Oui, j'ai eu un métier avant d'écrire, puisque j'ai été ingénieur en informatique. J'ai travaillé 10 ans voilà, dans des sociétés informatiques et j'ai commencé à écrire au bout de 6-7 ans, quoi, en fait. C'est-à-dire que les 3 dernières années, peut-être un peu plus, les 4 dernières années où j'étais ingénieur, en parallèle, j'ai commencé à écrire des livres. Donc j'ai eu à un moment donné une période comme ça de charnière où j'ai eu des activités. Et puis après, j'ai basculé entièrement vers l'écriture. Mais oui, en fait, mon métier d'ingénieur, qui était un super métier, me sert encore aujourd'hui, tous les jours. Pour réparer l'imprimante. Oui, alors déjà, pour tous les problèmes informatiques, c'est très utile. On est envahi de tout ça, donc ça c'est bien pratique. Mais non, mais même pour écrire, déjà dans la manière dont je crée mes histoires, c'est-à-dire toute cette logique, toute cette mécanique, ça c'est des choses qui sont spécifiques, qu'on apprend justement quand on fait ce métier-là, à résoudre des problèmes techniques, et il y en a plein dans l'écriture de thriller. Et puis mon goût un peu pour tout ce qui est scientifique, qu'on retrouve aussi dans les romans, alors pas tous, puisque Northerville par exemple, il n'y a pas du tout question de ça, mais dans beaucoup de mes livres, voilà, je parle de médecine, de biologie, parce que j'adore ça, et donc le métier, oui, il est toujours quelque part bien présent. D'accord. Mag Schmidt vous demande, est-ce que le syndrome de la page blanche vous est déjà arrivé? Mais oui, en permanence, ça arrive tout le temps. Je dirais même que c'est normal. S'il n'y avait pas de page blanche, c'est là où je m'inquiéterais, parce qu'en fait, la page blanche, qu'est-ce que c'est? C'est juste parce que ce que vous écrivez, justement, va vous sortir un peu de votre zone de confort et du pré-mâché, quoi. En fait, c'est-à-dire que si, à un moment donné, si vous avez la page blanche, c'est parce que vous allez chercher en dehors de ce qui coule de source. C'est ce qui va créer la complexité du livre. Et donc, c'est en permanence. Et c'est ça qui est un peu, justement, difficile quand on écrit et qu'on sait comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on a écrit plusieurs livres. On sait que ça va arriver, on sait que ça fait partie du processus d'écriture et que ça va être la galère, mais c'est nécessaire. Tous ces problèmes-là sont nécessaires pour qu'il y ait une bonne histoire. C'est vraiment, pour moi, ça fait partie intégrante du... Alors, quand je dis page blanche, il y en a dans l'écriture, au moment d'écrire, où on peut bloquer, mais c'est beaucoup aussi dans la recherche d'idées. C'est ça aussi la page blanche, c'est de se retrouver
chaque jour face à un écran et de se dire mais qu'est-ce que je vais écrire, autour de quel sujet, avec quel personnage. C'est ça aussi. C'est là pour moi la vraie page blanche, c'est à ce moment-là. Et ça, c'est un passage souvent difficile parce qu'on doute, parce qu'on se demande si on va trouver, si on va résoudre. Mais l'expérience fait qu'à chaque fois, il y a toujours quand même une étincelle qui arrive. Mais je comprends qu'au début, c'est assez. Quand on se met à écrire, c'est frustrant et ça fait peur parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble en fait. Mais c'est complètement normal. On va passer à un petit jeu. On va faire un petit jeu qui s'appelle Tac au Tac. Donc, je vais vous donner 2 choix et à chaque fois, vous choisissez un des choix. Donc, première chose, mer ou montagne? Plutôt montagne. Plutôt montagne. TV ou radio? Ouais, TV quand même. TV. Hiver ou été? Ça dépend, mais j'aime bien l'hiver pour les ambiances et l'été, bah voilà, pour le soleil. Pour le soleil. Foot ou rugby? Rugby, ouais, rugby. Rugby. Bière ou vin? Je suis du Nord, donc ce sera la bière. Bien cuit ou saignant? À votre avis? D'accord. Grand format ou format poche? Voilà, les deux sont différents. Moi, j'adore le grand format pour le confort de lecture. Le poche, c'est très pratique voilà, quand on voyage, mais le grand format, c'est un bel objet qu'on retrouve beaucoup dans les bibliothèques. Roman ou nouvelle? Parce que j'ai vu que vous avez écrit plusieurs nouvelles. Ouais. Alors, roman dans 95% de mon temps, puis de temps en temps, petite nouvelle entre deux. D'accord. Stephen King ou Hitchcock? Deux choses très différentes. Il est derrière, alors il me surveille, donc je vais dire Stephen King. Et enfin, Annabelle ou Charcot? Impossible de choisir entre ces bébés. D'accord, parfait. Donc, on va continuer avec les spectateurs qui nous regardent. Donc, il y a Rat Fateh qui vous dit, vous avez été souvent adapté au cinéma, curieusement très peu quand même au vu de votre monumentale bibliographie. Quel est votre degré d'implication dans ces adaptations en général? Oui, alors j'ai eu une vie de scénariste assez active, hein, donc j'écrivais. Il fut un temps où j'écrivais mes romans et puis aussi des scénarios beaucoup pour la télé, notamment la série Alex Hugo, hein, qui est une série qui est encore diffusée, qui existe depuis. Alors quand je dis une série, il y a 3 épisodes par an qui sont des épisodes longs puisque ça dure 1h30, 90 minutes. Donc c'est une série qu'on a créée avec Nico Takian, qui est aussi un auteur de thriller que vous devez connaître dans le groupe. Donc voilà, ça c'était pour des créations. Et puis j'ai un peu travaillé sur certaines adaptations de mes romans, notamment le Syndrome à l'époque. J'avais pas mal fait de choses. Et après j'ai arrêté parce que ça devenait, en fait, si vous voulez, dans l'écriture scénaristique, vous n'êtes plus tout seul, vous êtes vous êtes tout seul à inventer les histoires, à écrire le scénario, mais après ce scénario, il passe entre plein de mains différentes, entre plein de personnes différentes, et chacun veut vous faire commencer parce que chacun veut mettre un peu sa patte dans l'histoire, donc le producteur, le réalisateur, les comédiens, la chaîne, et tout ça fait qu'à un moment donné, après avoir recommencé 10 fois, vous n'en pouvez plus et vous en avez marre. Donc j'en ai eu un peu marre, j'ai un peu arrêté tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de mes romans qui sont en cours d'adaptation. Mais je participe plus. Alors, après, quand je dis en cours d'adaptation, ça ne veut pas dire que ça va aller au bout. C'est souvent ce qui arrive pour les auteurs, c'est-à-dire qu'on écrit des romans, les producteurs lisent les romans, sont intéressés, prennent les droits pour en faire une série ou un film. Donc ils bloquent les droits, donc ils payent ce qu'on appelle une option, c'est-à-dire c'est un petit peu de sous pour se réserver pendant 2 ans, 3 ans l'exclusivité de l'écriture. Et puis au bout de 3-4 ans, des fois ils disent on n'a pas réussi, on n'a pas l'argent, on n'a rien. Puis en fait c'est abandonné. Et donc ça arrivait à beaucoup de mes livres. Donc à l'époque il y avait eu La Chambre des Morts qui allait au bout, qui a donné un film.
il y a eu le syndrome E qui est allé au bout, qui a donné la série. Là, il y en a quelques-uns qui sont. Il y a par exemple Il a été 2 fois, qui ont vraiment bonne chance. Normalement, le tournage devrait commencer avant la fin de l'année, en théorie. Et d'autres, voilà. Donc, tout ça bouge. Après, on verra si ça va au bout. Mais c'est vrai que on vit aujourd'hui dans un monde de séries quand même pas mal. Et beaucoup de producteurs se tournent vers nos livres parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des bonnes histoires qui sont déjà prêtes et qu'il faut adapter. Et voilà. D'accord. Donc, juste Charline qui vous dit une adaptation cinématographique de la trilogie Traskman serait absolument fantastique. Richard Stéphane qui vous dit je pense qu'il faudrait laisser Charcot et Annabelle vivre tranquillement. Ils ont subi tellement d'horreurs et nous créer de nouveaux héros. Bon, ça, c'est déjà fait avec Neverville. Heger qui vous dit la trilogie Traskman a-t-elle été adaptée en BD? Non, alors pas en BD. Alors pour en revenir à cette histoire d'adaptation audiovisuelle, donc j'ai parlé de Il était 2 fois qui est en cours d'adaptation, mais qui est tout seul. C'est-à-dire qu'en fait la série va sortir indépendamment, enfin sans lien aucun avec les romans, le manuscrit inachevé et Labyrinthe. En fait, c'est impossible pour le monde de l'audiovisuel de dire voilà, on va écrire la saison, le manuscrit inachevé, on va attendre voir si ça marche, puis après on va écrire Il était 2 fois, qui est une autre histoire qui n'a rien à voir, enfin a priori. En fait, c'est impossible. Ils font jamais ça, c'est trop risqué pour eux. Les liens sont trop bizarres en fait pour l'audiovisuel. Ça marche dans les livres, mais ça marche jamais. Eux, donc ils ont pris le Il était 2 fois, il se suffit à lui-même, c'est-à-dire il y aura pas de voilà, on va regarder la série, il n'y aura pas de lien avec d'autres. Sur quelle chaîne? A priori, c'est France 2, la deuxième. Et le manuscrit inachevé, il y a les droits qui sont pris ailleurs, et Labyrinthe aussi ailleurs. Donc en fait, chacun fait son truc dans son coin, mais sans. Enfin voilà, comme si les livres n'étaient pas reliés entre eux, ce qui est complètement faisable, parce que Labyrinthe peut se lire tout seul, le manuscrit inachevé peut se lire tout seul. Il était 2 fois aussi. On perd juste la dimension, un peu ce que je disais tout à l'heure, la couche de jouissance supplémentaire qui se dégage quand on se rend compte qu'il y a les liens. Mais les livres en eux-mêmes sont complètement adaptables de manière indépendante, en fait. D'accord. Au rythme de un roman par an, à part les BD, à part les autres choses que vraiment lorsque j'ai voulu savoir qu'est-ce que vous faites à part écrire, eh ben, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Et donc, est-ce que vous trouvez le temps de lire? Est-ce que vous trouvez le temps? Oui, j'ai des périodes de lecture. Alors, comme beaucoup de monde, c'est souvent l'été, pendant les périodes de vacances, en fait, où je vais plus lire. Je ne suis pas un grand lecteur comme peuvent l'être certains du groupe qui lisent énormément. Je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries. C'est un ensemble, en fait, qui me permet de garder le contact avec le milieu de l'imaginaire. Je lis beaucoup de documentation. Alors, en fait, beaucoup de livres en rapport avec mes propres livres que je vais écrire. Donc, ça m'occupe déjà pas mal. Et puis après, c'est vrai que quand je suis en phase d'écriture pure, je lis très très peu parce qu'en fait, passer mes journées à écrire mes histoires, ça me vide bien la tête. Enfin, en tout cas, ça fatigue bien mon cerveau. Et c'est vrai que le soir, j'ai un peu de mal à me remettre dans une lecture, quoi. C'est trop. J'ai du mal à m'y plonger. Puis j'ai pas envie de sortir de mon histoire, donc j'évite d'aller dans d'autres histoires. Mais voilà, après, j'ai des périodes, un peu comme tout le monde, d'évasion littéraire. Malgré l'évolution évidente des romans et thrillers policiers français, on est toujours confronté à des remarques du genre, ce genre de roman, il n'a pas sa place dans la littérature et ne devrait pas être nommé pour les prix prestigieux comme le Goncourt et les Renaudot. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, alors c'est
c'est vrai que c'est un débat, enfin, c'est un débat qui remonte à très longtemps, la frontière, l'imperméabilité entre la littérature blanche et la littérature noire qui, dans les années, enfin, quand on remonte à quelques décennies en arrière, était vraiment mal considérée comme du roman de gare, hein, c'est-à-dire juste du roman comme ça, destiné à être vite lu, vite oublié, parfois un peu grossier, etc. Il y en avait, hein, il y a eu des collections comme ça de romans qu'on lisait, qui faisaient une centaine de pages, qu'on lisait très très rapidement. Mais c'était pas ça le polar. Le polar, c'était vraiment cette veine d'écrivain qui parlait du monde, qui parlait de politique, qui parlait des maux de la société et, à travers des personnages incroyables. Mais les gens avaient cette image justement de sous-genre. Donc il y avait une frontière très imperméable. Mais moi, je trouve que vraiment depuis quelques années, cette frontière s'est ouverte. Elle est vraiment, il y a vraiment une interconnexion entre les genres. Alors on le doit à des gros succès comme par exemple Millennium à l'époque. Millennium qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, y compris en France, et tout le monde s'est mis à lire ce livre, y compris les gens qui ne lisaient jamais de polar, se sont dit mais tout le monde le lit donc on va le lire, c'est que ça doit être bien, et c'était bien. Et donc ils se sont rendus compte que le polar finalement c'était des romans de qualité qui creusaient des sujets qui n'étaient pas du tout nombrilistes, c'est-à-dire on regardait autre chose que son propre nombril à travers des histoires passionnantes. Et donc ça a été un premier, vrai grand pas. Puis après, il y a eu des auteurs comme Pierre Lemaître, qui était un excellent auteur de polar, qui écrit vraiment des polars super, qui un jour a écrit Au revoir là-haut, roman qui parle de la guerre, historique, mais avec beaucoup de rythme, un peu avec les codes du polar. Et donc, qui a fait un roman de littérature, mais passionnant à lire, en fait. Et il a eu le concours. Donc, en fait, ça a été la meilleure enseigne, je vais dire, pour le genre. C'est-à-dire, les gens se sont dit, bah ouais, en fait, dans les gens qui écrivent du polar, il y a quand même aussi des gens qui savent écrire. Et peut-être que le polar, c'est bien. Et voilà, donc ça, oui, je trouve que c'est moins hermétique, même si du polar pur ne sera jamais nommé au concours, parce que ça reste des romans de la rentrée littéraire. Voilà, mais ça fait partie un peu des traditions françaises. Moi, ça ne me dérange pas, parce qu'après, le polar a ses propres prix, ses propres salons prestigieux, donc on s'y sent bien, et donc voilà, il n'y a pas forcément non plus besoin d'aller empiéter. Donc, les écrivains du polar, ils doivent sortir du polar pour avoir des prix. Voilà, donc les prix Goncourt. Voilà, oui, ça, oui. Ouais, finalement. Donc, juste dans votre roman Charcot, vous faites un clin d'œil à l'auteur Jacques Saussé, qui devient le capitaine Jacques Saussé. Est-ce que c'est courant dans vos romans, ça? Oui, Jacques Saussé, c'est un vrai copain. Alors, excellent auteur de polar. J'invite les gens à le découvrir si vous ne le connaissez pas vraiment. Il y en a un d'ailleurs qui sort bientôt, là, début octobre, un nouveau Jacques Saussé. Et moi, j'adore. Clara, elle vous demande qui sont vos copains auteurs de thrillers francs. J'en ai plein. En fait, je sillonne les salons depuis des années. Et puis, c'est vrai que je connais quasiment tout le monde. On se retrouve souvent sur les salons du polar. C'est toujours agréable de retrouver un peu tout le monde. Donc, on a une vraie bande. Je ne sais pas si vous connaissez la Ligue de l'Imaginaire. C'est un regroupement d'écrivains aussi. Ça, j'invite les gens aussi à aller sur le groupe. Il y a un groupe Facebook, la Ligue de l'Imaginaire. Vous verrez dedans, il y a plein d'auteurs de polar. Et non polar, il y a par exemple Bernard Werber qui en fait partie. Enfin, voilà, on est une vingtaine à l'intérieur. Et donc voilà, c'est des gens que j'apprécie, qui sont souvent des gens simples, qui ne viennent pas forcément des milieux littéraires, d'ailleurs, qui sont un peu comme moi, qui ont eu des métiers avant d'écrire. Et on a les mêmes influences. Enfin, voilà, quand on parle de Stephen King, par exemple, on l'a tous lu en étant ado, ou il fait partie de nos références. Donc, on a ces sujets de conversation en commun.
D'accord. Donc, juste pour revenir à nos spectateurs, donc il y a donc Charline qui dit donc c'est sur Netflix, voilà. Donc apparemment elle parle d'une série. Euh, Alexis, il vous dit quel est le livre que vous aurez aimé écrire? Ah, ça c'est intéressant. Ouais, non, mais c'est toujours compliqué à répondre parce que est-ce que c'est dans les polars, dans les romans de manière générale, enfin, tout ce qui est un des romans de Steinbeck, par exemple les raisins de la colère, par exemple, voilà, ça fait partie des livres ou Cro-Blanc de Jack London. Ah, quand même. Enfin, voilà, en fait, tous les livres qui nous ont émus, qui nous ont marqués, qui font partie des Souris et des Hommes, encore Steinbeck, ou Mes oreilles de... Enfin, moi, j'adore Stephen King, donc certains de ses romans m'ont fait pleurer quand j'étais ado. Je me souviens de ça. J'ai mis le t-shirt, vous avez vu, de ça, là. Oui, oui. Voilà, ça, c'est un roman qui m'a fait très peur et qui m'a fait pleurer quand je l'ai lu. Donc, je me dis... De réussir à procurer ces émotions-là à des lecteurs, c'est incroyable. Donc voilà, c'est toujours compliqué de répondre à cette question. D'accord. Parce qu'il y a tellement d'auteurs, de grands auteurs, dans tous les siècles, que voilà, c'est impossible de répondre. Cora Livre, apparemment c'est une librairie. Cora Livre, elle dit peut-on voir le plafond du bureau de Franck? Non, parce que le portable, sinon, il va basculer. Ça sera pour une autre fois. Martine, elle vous dit est-il prévu une suite pour Noferville avec vos nouveaux personnages? Suite pour leur faire. Ah oui, on a répondu tout à l'heure. J'ai dit que je ne savais pas. C'était Oui, Coralie oui, d'ailleurs qui m'avait on a posé déjà la répondu. question. D'accord. Donc, ok, la Ligue de l'Imaginaire, of course, Clara, merci. Donc, vous avez continué une nouvelle débutée par d'autres auteurs. C'était sur François, c'est ça? Oui. Tu te rappelles de ça ou pas? Ouais, mais ça remonte à quelques années. C'était ce qu'on appelle un cadavreski, ça. Voilà. Je sais plus. Est-ce qu'il y a une tendance maintenant à écrire des romans à deux? Il y a à deux auteurs comme ça, et bon, pour ne pas citer, il y a cette autrice qui est suédoise qui s'est ralliée avec un mentaliste, et il y a beaucoup d'autres qui ont écrit des romans à deux. Est-ce que ça vous tente, un roman à deux? Et si oui, avec quel écrivain penses-tu pouvoir le faire? Non, alors c'est compliqué d'écrire un roman à deux. Je connais des gens qui écrivent à deux. Alors, par exemple, Giacometti Raven, qui sont amis depuis tout jeune et qui se connaissent depuis très très longtemps. Il y a Jérôme Camus et Nathalie Hugues qui Voilà. sont mari et femme, donc ils vivent ensemble. Enfin, il y en a d'autres. Et souvent, c'est Nicky French. Enfin, c'est des gens qui, dans la vraie vie, sont qui ont des connexions extrêmement fortes. Et c'est nécessaire parce que voilà, il faut se connaître, il faut avoir la même temporalité dans l'écriture, etc. Et c'est très compliqué parce qu'on a chacun nos idées, nos univers, les moments où on écrit, les moments où on fait les recherches. Donc, tout ça est très différent. J'avais déjà écrit une nouvelle à deux avec Laurence Calès, qui est un auteur aussi de polar, qui s'appelle L'encre et le sang. Vous pouvez trouver aussi une nouvelle qui fait plus qu'une nouvelle, elle fait une centaine de pages. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. C'était bien amusé à l'écrire à deux, mais c'est très très compliqué parce que voilà, il faudrait quasiment toujours ensemble. Mais on a déjà discuté, par exemple avec Bernard Minier, qui est un copain aussi, où on fait des croisements avec nos personnages justement. C'est-à-dire que dans certains de ses romans, il y avait Charcot. Moi, je le cite justement dans Il était deux fois. Il y a un personnage qui s'appelle le flic minier. Mais on a discuté. C'est quasiment impossible parce que lui, il est dans ses trucs, avec ses personnages, moi avec les miens. Voilà, mais on peut quand même de temps en temps essayer de faire des petits croisements comme ça pour s'amuser. D'accord. Donc, Suzy, elle nous dit donc Jacques Saucé, bon auteur, parfait. Charline Lambert nous dit qui est
FC Washington. Qui est alors ça, je peux pas répondre à cette question, c'est un peu l'auteur ou l'autrice mystère. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est il y a quelques années, il y a un roman qui s'est sorti qui s'appelle Bestseller de FC Washington, et j'avais mis un bandeau dessus, un peu rigolo d'ailleurs, qui marquait "Ceci n'est pas une pub", ce roman. Voilà. Enfin, c'était un truc un peu délirant, et ce qui était génial, c'est que dans le roman, en fait, qui était un thriller, c'est une espèce de mise en abîme qui parle justement à l'intérieur du roman d'une romancière qui essaye d'écrire un best-seller. Enfin, il y a tout un truc qui dit voilà les recettes pour écrire un best-seller, il faut faire ceci, cela, qui était dans le livre. Et en fait, ça a vachement bien marché parce qu'en fait, le roman est devenu une forme de best-seller. Il s'est vraiment bien vendu. Et donc, c'était rigolo. C'était une belle expérience. Et les gens, depuis ce temps-là, il y a eu d'autres romans de F.C. Washington. Il y en a qui sortent, il y en a un qui sort encore en ce moment, et donc les gens cherchent qui est cet auteur un peu mystère, comme je sais plus, les anonymes. Enfin, il y a les livres, l'auteur anonyme qui écrit des romans. Il y avait, je sais plus, c'était comment, Elena Ferrante, ou je sais plus. Enfin, il y a certains auteurs comme ça qui voilà, qui jouent le mystère, mais il faut continuer à enquêter pour essayer de découvrir qui est F.C. Washington. Merci beaucoup, Franck. On a dépassé l'heure d'1 minute. Ça va, Ok. de 2 minutes, voilà. C'était bien sympathique. Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à tous ceux qui ont réagi, qui ont posé leurs questions. C'était vraiment très enrichissant. Ils ont posé des questions à qui j'ai pas eu ça m'a pas effleuré l'esprit. Donc, bonne chance pour Noferville, qui est déjà un peu partout en vente dans le monde entier. Et on espère que ça sera la même chose pour les prochains romans. Merci. Merci de nous avoir honorés. Un C'était un dernier. plaisir. Et je montre le labyrinthe, mon plafond, Ah, parce que d'accord. c'est. Je sais pas si on voit là. Ah, voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle a dit que. Alors, il y a un labyrinthe, et c'est Joachim qui l'a peint. Vous pouvez le retrouver aussi sur Instagram. Et qui m'a fait le dessin de Stephen King, enfin le portrait. Et il fait tous des portraits d'auteurs. Enfin, il est très, très, très doué. Voilà, il est venu peindre une fois faire ce labyrinthe à mon plafond. Donc, je suis sous le labyrinthe tous les jours. J'aime bien, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré ce labyrinthe dans ton bureau. Merci beaucoup. Et, Merci, c'était un plaisir. et on se dit à la prochaine pour peut-être au prochain roman, on se fera un rendez-vous pour en parler. Ok, ça roule, avec plaisir. Au Bonne soirée revoir, à merci tous. beaucoup. Allez, au Ciao, revoir, ciao. merci. Ciao, bye. Ouais. Voilà, donc c'était Franck Tillier qui était avec nous sur le groupe Fans de Thriller. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos réactions. Merci à tous, vraiment, sans trop citer. Donc, merci à Maud, à Martine, à Clara, à Mag, à At Fatia, qui était parmi nous, vraiment l'auteur tunisien At Fatia, qui est un excellent auteur tunisien. Alexis, Charline, j'espère ne pas oublier, à Souhir, à Cora Livre, Charline, voilà, donc je me répète, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été parmi nous et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Donc on espère pour de nouveaux directs avec de nouveaux auteurs et à la prochaine. Ciao, ciao.